Bonjour à tous. Après une accalmie estivale, la France se retrouve une nouvelle fois confinée face à une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Objectif, ralentir la circulation du virus et éviter la saturation des services d'hospitalisation et de réanimation des hôpitaux. Déjà durement éprouvés lors de la première vague, les établissements hospitaliers de nouveau contraints de gérer l'afflux de patients Covid et dans le même temps leurs activités habituelles, le tout dans un contexte de manque de personnel comme ici à l'hôpital de Gonesse dans le Val d'Oise. Jérôme Sontag, bonjour. Bonjour. Je vous présente, vous êtes donc le directeur délégué de l'hôpital de Gonesse et le directeur des ressources humaines. Première question, quelle est la situation au sein de l'hôpital de Gonesse ? Comme tous les hôpitaux d'Île-de-France, nous sommes organisés pour continuer à accueillir les patients non Covid et évidemment l'actualité c'est également la prise en charge des patients atteints de la Covid-19. Ce qui est différent de la situation au printemps où du coup nous étions totalement organisé pour faire face à la crise sanitaire de la Covid. Donc on a progressivement déprogrammé, annulé toutes les prises en charge qui n'étaient pas en lien avec la Covid. Là la différence c'est que nous continuons d'assurer une prise en charge médicale, chirurgicale et en gynécologie obstétrique pour l'ensemble des patients et des patientes du territoire en plus des patients Covid. C'est la réelle difficulté de cette deuxième vague ? C'est une question d'organisation pour assurer une prise en charge sécurisée pour l'ensemble des patients, à la fois Covid et non Covid. Et c'est une vraie différence parce qu'il faut ajuster en permanence le niveau d'activité aux besoins de la population. Alors comment cet ajustement se fait ? Comment est-ce que vous gérez ce difficile équilibre ? Alors cet équilibre, il se gère aussi dans un cadre qui est régional, c'est-à-dire qu'on organise en lien avec l'Agence régionale de santé une prise en charge graduée par palier en fonction de l'évolution du nombre de passages et d'hospitalisations sur l'établissement. Alors là, où en est la situation ? Combien vous avez de lits actuellement dédiés à la Covid ? Alors en hospitalisation, nous avons 56 lits dédiés à l'hospitalisation conventionnelle Covid. Aujourd'hui, 51 sont occupés et dans notre organisation sur notre réanimation, nous avons 12 lits aujourd'hui installés de réanimation et c'est sur 12 lits, nous en avons réservé 7 pour les patients Covid et ces 7 lits sont occupés aujourd'hui. Si les besoins s'en faisaient sentir, nous avons la possibilité d'augmenter le nombre de lits en réanimation et donc d'ajuster en fonction des besoins éventuellement entre réanimation Covid et non Covid, les locaux le permettent. Et donc par rapport à la première vague, c'est moins de lits j'imagine, puisqu'il faut gérer aussi les autres activités ? C'est différent parce qu'au printemps, l'afflux a été vraiment massif, la prise en charge a évolué, les connaissances médicales ont permis aussi de faire en sorte que les durées de séjour soient moins longues. On a plus de besoins en hospitalisation et un peu moins en réanimation qu'au printemps pour l'instant. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en capacité de maintenir une prise en charge non Covid tout en répondant aux besoins Covid-19. On est sur un marathon, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? On est sur une organisation évolutive quasi quotidienne. Les premiers patients atteints de la Covid-19 sont revenus à partir de quand ? Après l'accalmie estivale ? Alors pour nous, on a senti une vraie accélération mi-octobre. Voilà, où là vraiment, on a senti qu'il y avait une pression un peu plus forte sur les besoins en hospitalisation, sur le nombre de passages aux urgences. Là, on constate un rythme qui est soutenu, mais qui reste gérable dans ce qu'on a mis en place pour répondre à la situation. L'ARS recommande les hôpitaux franciliens de déprogrammer jusqu'à 30% de leur activité. Vous en êtes où de ce côté-là ? Nous avions anticipé, on avait commencé à déprogrammer un petit peu plus tôt certaines activités non urgentes pour justement répondre aux besoins qu'on avait, ce que je vous disais, mi-octobre. Et donc on a effectivement déprogrammé une partie de l'activité de chirurgie qui pouvait l'être et une partie de certaines prises en charge médicales ou reporté ce qui pouvait l'être pour justement nous permettre d'accompagner l'augmentation de l'activité liée à la Covid sur l'établissement. Alors quelle est la proportion de cette déprogrammation ? Alors elle est environ de 60% en chirurgie. C'est conséquent. C'est conséquent et entre 30 et 50% selon les spécialités médicales. Et ça, c'est quelque chose que vous ajustez quotidiennement ? C'est ça. Mais le pourcentage a l'air très important. En revanche, il nous permet de continuer à prendre en charge toutes les urgences chirurgicales, ce qui était notre engagement et ce qu'on doit à la population. On entend ce discours, c'est plus difficile aussi parce que la deuxième vague est plus homogène, touche
tout le territoire. Il n'y a pas moins de possibilités de transfert, moins de possibilités de renfort. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez aussi? Alors, il y a une vraie solidarité sur le territoire pour déjà, lorsqu'un hôpital est en tension, voir si sur un hôpital du territoire qui aurait des lits disponibles, on peut transférer vers ces hôpitaux. Donc, premier niveau de solidarité, c'est sur le département. Et donc ça fonctionne bien. Et il y a une régulation régionale qui vient aussi aider les hôpitaux qui seraient proches d'une situation de tension. Donc ça, il faut s'en féliciter. En revanche, là où ce qui change, c'est qu'effectivement, la première vague, comme l'effet de la pandémie n'était pas le même sur tout le territoire, nous avons pu accueillir des renforts d'autres régions. Aujourd'hui, toutes les régions étant mobilisées de la même manière, nous n'aurons pas cette possibilité, et ça c'est un grand changement. Et des renforts, vous en avez besoin. Vous avez un manque assez conséquent de personnel et vous venez de lancer une vaste campagne de recrutement. On parle d'une centaine de postes à pourvoir dans le domaine du paramédical et côté médecin, une vingtaine de personnes pour porter l'effectif à 300. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a un besoin si conséquent actuellement? Donc il y a vraiment deux choses. Il y a les postes qu'on souhaitait pourvoir avant le début de la crise, pour accompagner le développement d'activités. Par exemple, en maternité, nous avons 7 postes de sages-femmes qui sont vacants. Ce sont 7 postes qui ont été créés ex nihilo pour accompagner le développement de l'activité du service parce que nous avons de façon régulière un nombre de naissances et d'accouchements sur l'établissement qui augmente. Et du coup, il est légitime et normal d'adapter les effectifs à la réalité de l'activité. On a mesuré un effet très étonnamment lié à la crise, c'est qu'on a eu plus de candidatures, on a fait plus de recrutements. Combien? On a fait autant de recrutements sur les 9 premiers mois de l'année que l'année dernière sur l'année pleine. Voilà. Et ce qu'on souhaite, c'est répondre aussi à un besoin de renfort temporaire pour répondre au mieux à la situation. On fonctionne sans, on trouve d'autres solutions pour s'organiser, mais ça serait un bénéfice pour justement permettre de ne pas recourir par exemple aux heures supplémentaires ou de donner plus de congés, plus de repos aux équipes. Donc il y a à la fois des besoins permanents dans cet appel à recrutement qu'on a lancé et il y a aussi quelque chose de conjoncturel lié à la gestion de la Covid pour garantir un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des équipes. Ce besoin justement conjoncturel, ça représente combien sur les 120 postes? Donc on a identifié un besoin de 7 infirmiers et 7 aides-soignants en renfort. Là pour le coup sur la suppléance interne et pour renforcer les équipes médicales on a identifié 3 médecins. Alors c'est vraiment des besoins conjoncturels liés à la gestion de la Covid sur lesquels on fonctionne sans, on trouve d'autres solutions pour s'organiser mais ça serait un bénéfice pour justement permettre de ne pas recourir par exemple aux heures supplémentaires ou de donner plus de congés, plus de repos aux équipes. Si je comprends bien aussi, il y a une partie de ces besoins qui étaient déjà présents avant la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité clairement dans ces professions de soignants? Vous qui êtes DRH, vous voyez peut-être une différence par rapport à il y a quelques années? Au niveau régional, il y a un certain nombre de métiers sur lesquels il y a des tensions de recrutement. Donc à Gonesse comme dans d'autres hôpitaux, on sort d'une période où effectivement il y a eu sur le marché de l'emploi plus d'offres sur certains profils qu'il n'y avait de diplômés à recruter. Moi qui suis DRH depuis longtemps, c'est cyclique, c'est-à-dire qu'on a déjà connu par le passé des difficultés de recrutement au niveau régional. Voilà, il y a un certain nombre de mesures nationales qui ont été annoncées pour l'ensemble des professionnels de santé sur les questions de rémunération notamment, donc c'est tout à fait bienvenu. Un mot sur les conclusions du Ségur de la santé, avec notamment ces revalorisations qui ont été prévues. Est-ce que ça peut participer à rendre plus attractifs ces métiers? Avec certitude, oui. Alors, est-ce que c'est suffisant? Là, chacun a ses convictions citoyennes sur le sujet. En revanche, un certain nombre des mesures qui ont été annoncées étaient attendues de la part des équipes aussi bien médicales que paramédicales. Et je tiens vraiment à leur rendre un hommage très appuyé parce que, objectivement, la pression elle a été forte, en particulier au printemps. Et les équipes ont toutes été au rendez-vous pour répondre à l'urgence sanitaire et actuellement pour à la fois prendre en charge la Covid et continuer à assurer nos missions de service public hospitalier. Et donc vraiment, je tiens à les remercier très chaleureusement. Merci Jérôme Sontag. Je rappelle que vous êtes le directeur délégué de l'hôpital et aussi son directeur des ressources humaines. Merci à vous. Chantal Millet, bonjour. Vous êtes la coordinatrice générale des soins. D'abord, première question, quel est l'état d'esprit des soignants ?
Eh bien écoutez, ils sont quand même assez fatigués. On sent qu'ils sont là, qu'ils n'ont pas le même dynamisme que la première vague, où là c'était tout le monde s'y est mis d'un seul coup sans réfléchir. Est-ce que c'est les conséquences de cette première vague ? Oui, c'est les conséquences parce qu'en fait on n'est pas resté très longtemps sans accueillir d'autres patients Covid. Au mois de septembre, on a commencé à voir l'arrivée de patients Covid et les agents revenaient à peine de congé. Ils commençaient à se reposer. On aurait pu avoir ce bénéfice du repos des congés que déjà la deuxième vague commençait à poindre son nez. On parle d'un personnel épuisé, donc ça c'est quelque chose que vous vérifiez quotidiennement sur le terrain. Et pourtant ils sont là, ils sont présents. Vraiment, on les mobilise quand même assez facilement sur la prise en charge des patients Covid. Alors comment se différencie cette deuxième vague ? C'est une montée en charge progressive de l'arrivée des patients Covid. Contrairement à la première où on a eu vraiment un pic très fort. Au 27 mars, là, c'était vraiment où ça courait dans tous les sens, où on avait des cellules de crise tous les jours pour essayer de voir comment on allait accueillir ces patients, comment est-ce que les patients qui n'étaient pas atteints de Covid, comment on allait les prendre en charge, comment on allait déprogrammer. Aujourd'hui, la différence, c'est que l'on prend également en charge les patients qui ne sont pas atteints du Covid pour les autres pathologies. Et donc là, l'organisation doit se faire tant dans la prise en charge des patients Covid avec un flux déterminé, un circuit et un parcours déterminé, que pour les patients qui ne sont pas atteints du Covid et qui ont d'autres pathologies. C'est à la fois très compliqué, c'est bien plus complexe, je dirais, mais et plus durable aussi dans le temps. Ça monte progressivement, mais pas en pic. Dans ce contexte, l'hôpital est confronté à un manque de personnel et l'établissement a lancé une vaste campagne de recrutement, pas moins de 100 postes à pourvoir dans le domaine du paramédical. Côté médecin, une vingtaine de personnes pour porter l'effectif à 300. À quand remontent ces besoins ? Ça remonte, j'imagine, bien avant la crise de la Covid-19. Ça fait, je vais dire, 2 ans qu'on a une pénurie paramédicale, notamment au niveau infirmier, au niveau aide-soignant aussi, mais plus dans le domaine de la gériatrie. Donc déjà, on part avec un déficit de paramédicaux. Ensuite, là, on voit l'épuisement. Les gens ne viennent plus vers les hôpitaux publics, ils vont vers le libéral, vers d'autres activités, voire des reconversions aussi chez le personnel infirmier. Donc c'est ce qui explique aussi, ce qui peut expliquer cette fuite. Plus, comme vous le savez, il y a les salaires, donc ça aussi, ça joue et ça entre en ligne de compte. Donc voilà, l'attractivité n'est plus la même aujourd'hui que ce que ça a été il y a quelque temps au niveau infirmier et paramédical. Alors quand on dit paramédical, pour que les gens comprennent bien, ça veut dire qu'il y a des besoins dans quel métier exactement ? Alors, il y a des besoins dans le métier infirmier, il y a des besoins dans le métier aide-soignante, notamment en gériatrie comme je vous l'ai dit. Il y a des besoins en kinésithérapie aussi, ce sont des professions qui sont rares. Et il y a des besoins dans les disciplines telles que les infirmières de bloc opératoire, les infirmières d'anesthésie et les puéricultrices un petit peu moins, mais tout de même nous avons aussi des besoins en puéricultrices qui exercent beaucoup aussi en extra-hospitalier, en PMI, en crèche et qu'on a du mal aussi à recruter sur l'établissement public. Alors justement, les conclusions du Ségur de la santé, est-ce que selon vous ça va permettre de rendre plus attractifs ces métiers, avec notamment la revalorisation du salaire qui a été actée ? Il faut attendre les grilles indiciaires et la mise en place des grilles indiciaires. Il ne faudrait pas que ça traîne de trop, puisque là, la prime, effectivement, de 183 €, elle est minime et en plus, elle n'entre pas dans la grille indiciaire en soi. Donc, sur du long terme, ça ne valorise pas plus que ça le métier paramédicaux. Donc c'est pas suffisant ? Non. Et je pense qu'au-delà de la rémunération, il y a aussi un renforcement des effectifs à mettre en place. C'est pas du travail à la chaîne, quoi. La prise en charge d'un patient, l'accompagnement d'un patient, c'est être avec lui, c'est discuter avec lui, c'est poser une perfusion, mais tout en discutant et en l'apaisant et en le rassurant. Plus le patient est rassuré, meilleure sera la thérapeutique et ça apaisera d'emblée aussi la douleur. Mais ça, il faut du temps. Alors justement, parmi les mesures annoncées, il y en a 33 au total. Il y a les 15 000 créations d'emplois, 7 500 qui n'étaient pas pourvues, 7 500 qui sont créés. On va créer des emplois, mais encore faut-il pouvoir convaincre les gens d'accéder à ces emplois. Parce que là, le problème que vous avez, si je comprends bien, c'est finalement de convaincre le personnel d'intégrer l'hôpital. Je
pense qu'on a des moyens de convaincre parce qu'il y a une collaboration étroite avec les médecins qui est aussi encourageante et très encourageante, un partage des pratiques avec les médecins qu'on va renforcer aussi, et le Ségur nous amène aussi à renforcer ces liens paramédicaux et médicaux. Donc ça donne aussi de l'attractivité, ce travail d'équipe et ce travail de pluridisciplinarité, c'est enrichissant, c'est source de connaissances, de développement des compétences. Et le métier d'infirmière, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre diplôme d'infirmier. Vous pouvez travailler en diabétologie, vous pouvez être infirmière de bloc opératoire, vous pouvez travailler en pédiatrie, vous pouvez être cadre, vous pouvez être infirmière de pratique avancée. Donc en fait, ce n'est pas un métier où vous vous ennuyez. Donc il y a des moyens, enfin il y a beaucoup de données qu'on pourrait transmettre aux futurs professionnels pour les intéresser au métier et notamment dans la fonction publique hospitalière où là aussi il y a aussi la possibilité d'avoir des formations, d'être accompagné dans des formations, vraiment de développer vraiment ces compétences avec des masters. Le souci c'est que cette évolution des compétences n'est pas reconnue financièrement. Et je pense que si on parle des infirmières de pratique avancée, financièrement, il n'y a vraiment rien en reconnaissance. Donc c'est que la motivation qui amène les infirmiers à s'engager dans cette voie-là. Et la motivation ne fait pas tout. Mais la motivation ne fait pas tout. Merci Chantal Millier, je rappelle que vous êtes la coordinatrice générale des soins. Merci. À bientôt sur Via Grand Paris.